au jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Marabunta, qui est un jeu uniquement pour 2 joueurs. C'est dans la même collection que Japer au Botanique. C'est un jeu de contrôle de territoire en roll and write. Dans Marabunta, on a un plateau comme ça qui est modulable et effaçable. On va vraiment écrire sur le plateau. Et la façon que ça fonctionne, ça va être qu'un joueur va lancer, mettons c'est à mon tour, je vais lancer les dés avec une petite tuile, avec une fonction spéciale, et je dois faire 2 groupes. Peu importe comment je fais mes groupes, on peut mettre tout d'un côté, ou faire vraiment 2 groupes comme ça, sauf que c'est l'autre joueur qui va choisir lequel des 2 groupes qu'il va prendre. Fait qu'évidemment, c'est le genre de jeu qu'il faut essayer de voir un peu qu'est-ce que nous on veut, essayer de voir qu'est-ce que l'autre joueur veut pour le mettre dans son groupe, pour pouvoir l'attirer pour qu'il prenne. Fait que par exemple, si l'autre joueur décide de prendre ce groupe-là, moi je vais prendre celui-là, et là on va pouvoir cocher nos choses sur le plateau. La façon que ça fonctionne, c'est que si on a un chiffre d'une couleur, comme ici, un 1 orange, ça veut dire que je vais pouvoir écrire un 1 orange. Sauf qu'il faut toujours être adjacent à un lieu qu'on a déjà écrit. Fait que si par exemple, j'étais déjà présent dans un autre tour ici, comme ça, là ici, je pourrais mettre mon 1 comme ça. Fait que si plus tard, j'ai un 0 blanc, par exemple, là, je pourrais écrire mon 0 ici, puis là, on prend du terrain comme ça. Les autres fonctions qu'on peut faire, c'est que si on a les genres de drapeaux de la couleur, comme ici le drapeau jaune, je pourrais venir cocher ici ma couleur comme ça. Parce que à la fin de la partie, pour chaque territoire, celui qui est majoritaire, en additionnant les chiffres qui sont dedans, va gagner le nombre de points selon le nombre de cercles qui a été encerclé. Fait que par défaut, on a chacun 2, mais si je réussis à en encercler beaucoup et c'est moi qui est majoritaire, mais je vais faire le maximum de points. Fait qu'on va faire ça pour chaque territoire. Sinon, à toutes les fois qu'on fait des chiffres qui vont barrer, par exemple, des gâteaux, ça va nous permettre d'avoir des points. Les canisses ici, ça nous permet de venir cocher les canisses, puis ça débloque des fonctions spéciales comme aller écrire des chiffres supplémentaires. Ça nous permet de partir à un nouveau lieu de départ aussi. Sinon, on peut compter nos points sur le plateau comme ça. Donc, Marabunta, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, vraiment le fun, très engageant. C'est un gros casse-tête d'essayer de séparer les deux lots en quelque chose qui est attirant pour l'autre joueur, mais qu'on se garde ce qu'on veut vraiment pour nous aussi. Fait que c'est une mécanique quand même assez particulière. Et c'est un jeu qui prend peu de place, donc c'est très bien, qui est Marabunta. On a aussi essayé la crypte de Sedlec. C'est un jeu pour 2 à 3 joueurs, des parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu dans une enveloppe là, très portative, mais qui prend quand même assez d'espace. Ça va être un jeu d'organisation de cartes là, pour faire le maximum de points. Donc, dans la crypte de Sedlec, il va falloir faire une pyramide avec une base de 4, puis jusqu'à 2 cartes jusqu'en haut. Fait qu'on va les placer comme ça. Chaque carte a toujours 2 symboles dessus, puis les symboles, bien, ils ont chacun leur fonction. Comme par exemple, on va faire 3 points si on a fait un couple avec 2 cartes rouges. Toutes les cartes gris-noires comme ça, bien, ils vont faire 2 points s'ils sont adjacents à un prêtre, comme dans ce cas-ci. Et les prêtres, eux autres, vont faire des points, mais juste 2 points par ligne s'il y a au moins un de présent dans chaque ligne. Il y a d'autres cartes aussi, comme ceux-là, par exemple, ils vont donner 1 point. Mais si on va avec comme les rois, eux, les rois, ils donnent 1 point pour chaque roi en dessous de eux et les cartes jaunes comme ça aussi. Fait qu'on essaie de tout agencer nos cartes comme ça. Et pour jouer à notre tour, mais on a 2 options. Soit qu'on a déjà des cartes dans nos mains qu'on veut la jouer, ou qu'on peut venir chercher une carte, soit une carte visible, ou qu'on peut retourner 2 cartes qui sont cachées et en choisir une des 2 qu'on va garder dans notre main. Fait que mettons à mon tour, je regarde ces 2 cartes-là comme ça. Et là, en ces 2-là, je dois en choisir une que je prends dans ma main. Fait que là, je pourrais prendre cette carte-là, par exemple, comme ça, que je prends dans ma main. Puis ensuite, les autres joueurs vont jouer. Et après, à notre tour, mais une fois qu'on a 2 cartes, c'est 2 cartes maximum, fait qu'on est obligé de jouer. Fait que je peux placer une de mes cartes comme ça ici, fait que j'aurais déjà assemblé un nouveau couple pour faire le maximum de points. Comme je disais, il faut réussir à faire une pyramide qui va ressembler à ça. Dès qu'on a joué toutes nos cartes, bien, la partie est terminée, on fait notre décompte de points. Donc, la crypte de Sedlec, c'est un jeu super simple, c'est le fun parce que c'est un format super portatif, mais comme vous voyez, ça prend quand même de la place. Puis les parties durent juste 20 minutes, c'est le fun. C'est un bon puzzle de placement. Donc, c'est la crypte de Sedlec. On a essayé Tales on Fire, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs. Les parties d'environ 20 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs qui est écrit sur la boîte, mais réellement, c'est 3 à 6 joueurs. Il y a des règles adaptées pour jouer à 2. Donc, c'est un jeu de cartes là, avec beaucoup d'interactions entre les joueurs.
Dans Tales on Fire, le but du jeu, ça va être de gagner les cartes feu qui sont comme ils sont ici. Fait comme par exemple, ici, là, il faudrait gagner le 9. Chaque joueur va avoir son propre paquet de cartes, fait qu'on a tous les mêmes chiffres. Mais l'affaire, c'est qu'au début de la manche, comme là, on sait que c'est un 9 qu'il faut gagner, chaque joueur va choisir 3 cartes uniquement qu'il va choisir pour combattre pour cette carte-là. La façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, le premier joueur qui va jouer va devoir jouer la carte identique à celle qui est là. Ensuite, tous les autres joueurs vont devoir jouer une carte strictement supérieure de 1 à la carte qui va être là. Fait que, par exemple, le premier joueur devrait jouer un 9, le deuxième joueur devrait jouer un 1 parce qu'on tourne en rond comme ça. Si jamais à notre tour, c'est notre carte qui est encore sur le dessus, mais on remporte la carte. Donc, pour donner un exemple, mettons que là, le joueur rose choisit ces cartes-là. Évidemment, les cartes, ils seraient cachées. Le joueur vert pourrait choisir ces cartes-là, par exemple. Et le joueur bleu pourrait choisir ces cartes-là, comme ça. Donc, le joueur rose commence, fait qu'il pourrait mettre son 9 ici. Le prochain joueur, lui, il décide de jouer son 1, fait qu'il continue. L'autre, il joue un 2. Et rendu ici, le joueur rose, il peut mettre son 3 comme ça. Et là, le joueur vert, il pourrait décider de mettre son 4. Et le joueur bleu pourrait mettre son 5. Et là, rendu ici, lui, il ne peut plus jouer. Lui, il ne pourrait plus jouer non plus. Donc, c'est le joueur bleu qui remporte la carte. Fait qu'il mettrait son 5 avec la carte qu'il vient de gagner dessus, comme ça. Fait qu'on continue de même. Les joueurs vont reprendre leurs cartes qui vont être juste temporairement indisponibles, mais on va pouvoir continuer sur une autre manche. Fait que tous les joueurs reprennent leurs cartes et on dévoile une nouvelle carte et on recommence. L'affaire à noter aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer à notre tour. Fait que même si c'est parce que tous les joueurs vont s'attendre que le premier joueur va jouer un 7, mais on peut décider de passer. Si on passe, les autres joueurs vont continuer, puis on peut rembarquer plus tard. Tant que le joueur ne commence pas son tour, en fait, rendu à son tour, c'est sa carte qui est sur le dessus. Là, la manche est vraiment terminée et gagne la carte. Et l'autre fait vraiment intéressant, c'est que si on réussit à remporter la carte avec un autre, comme là ici, le joueur bleu avait gagné la carte avec un 5. Si plus tard, le joueur vert remporte par exemple le 7 avec un 5, mais là, il va pouvoir aller voler la carte en dessous des 5 des autres joueurs qu'il va reprendre comme ça. Fait que c'est un jeu qui a une très très forte interaction entre les joueurs. Donc, Tales on Fire, un jeu de cartes qui est quand même facile à prendre en main, mais il n'est pas super intuitif. Ça prend quelques tours avant qu'on s'y fasse la main. Mais c'est vraiment un jeu qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que les autres joueurs vont jouer, puis le deviner et le jouer à notre avantage. Donc, c'est un jeu, une belle stratégie là, très simple qui est Tales on Fire.